dernière intervention de la matinée sur alors après le bâtiment, les collections, maintenant le personnel, parce qu'il faut bien travailler sur tout ça. Donc j'accueille Marie-Charlotte Calafa, qui est directrice scientifique et des collections du MUCEM à Marseille. Je vous passe la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis là donc pour vous parler d'un angle d'approche qui est la question du personnel pour un cas pratique qui est le centre de conservation et de ressources du MUCEM. MUCEM à Marseille, projet de déconcentration d'un musée d'État en Provence, avec comme base de collection un fonds qui remonte à la fin du 19e siècle et un projet de réserve donc, qui a vu le jour comme le musée un peu avant l'ouverture, septembre 2012, pour ouverture publique 2013, bâtiment de l'architecte Corinne Vezzoli. Sous une forme dont peut-être on reviendra aussi pour la suite, qui est une forme de partenariat public-privé. Donc l'État n'est pas propriétaire de ce bâtiment, l'État est locataire du bâtiment pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, il en récupérera donc à la fois les murs et bien évidemment la nécessité de sa maintenance. Alors qu'aujourd'hui, dans le cadre du partenariat public-privé, le partenaire est du coup le gestionnaire du site. Et au sein de ce bâtiment, c'est donc un lieu de travail pour une équipe, celle du département des collections et des ressources documentaires que je vais vous présenter en particulier. C'est une équipe de 20 agents avec un bâtiment, et vous allez voir, qui est essentiellement dévolu au stockage, mais pas que. Au total, il y a 8000 mètres carrés de réserve. Mais ce bâtiment a été aussi prévu pour accueillir du public. Donc brièvement, vous présenter ce lieu. C'est un carré qui fait 72 sur 72. C'est un petit clin d'œil au bâtiment de Ricciotti, le vrai MUCEM, basé donc sur le J4. Et donc il y avait cette idée de faire écho entre les deux sites qui sont quand même à grande proximité. Celui-ci, je vous parlais du quartier de la Belle de Mai, c'est à côté de la gare Saint-Charles. Et l'intérêt aussi de cette implantation, c'est que c'est sur en fait une zone militaire, donc ça a coûté pas cher en termes d'implantation, mais surtout le quartier de la Belle de Mai est un lieu où se trouvent des partenaires nombreux, des partenaires patrimoniaux. Je pense en particulier à la Friche, à l'INA, au CICRP, qui est le Centre interdisciplinaire de restauration et conservation préventive, qui est notre vrai voisin, et en face également les archives municipales et les réserves des musées de la ville de Marseille. Pour évoquer aussi ce bâtiment, vous dire qu'il est sur 3 niveaux. Avec des espaces de stockage qui correspondent pour le niveau -1 aux espaces donc, pour les objets volumineux, tandis qu'au rez-de-chaussée, vous voyez des espaces un peu plus petits, dévolus plutôt à un découpage par matériaux, comme au premier, avec un espace dont on reparlera, dit appartement témoin, qui est une réserve qui a été conçue pour accueillir du public, ce qui a un impact aussi sur l'organisation de ce département des collections et des ressources documentaires. Le MUCEM, c'est donc 1 million d'objets et de documents dans ce 8000 mètres carrés de stockage dont je vous parlais, qui est donc l'héritier dans le bout du fond du musée d'ethnographie du Trocadéro. Le fonds français est passé dans les mains du Musée national des arts et traditions populaires qui a fermé ses portes en 2005. Et donc le MUCEM, c'est véritablement en particulier ce fonds-là, Fonds français d'art et tradition populaire, démarche d'ethnologie. C'est aussi en dépôt les collections européennes du Musée de l'Homme, 35 000 œuvres, qui permettent au moment de la discussion du MUCEM de donner cette envergure géographique de musées de la Méditerranée et de l'Europe. Mais ce qui est important dans ce long linéaire, c'est qu'effectivement, à l'inventaire, on a 380 000 items, mais à cela s'ajoute bien évidemment, du fait aussi de la nature de beaucoup d'acquisitions faites sur le terrain, une importance
importance dévolue aux ressources documentaires, c'est-à-dire aux fonds photographiques, sonores, audiovisuels, qui en fait permettent de comprendre aussi l'objet comme il a été fabriqué, comme il a été utilisé. Donc c'est des ressources pour nous essentielles pour mieux appréhender la collection. À cela s'ajoute aussi à peu près 150 000 ouvrages et périodiques, 1 kilomètre linéaire d'archives papier, à peu près 80 000 items de fonds sonores et 1 millier de fonds audiovisuels. Donc tout ça a fait l'objet d'un grand chantier des collections, en gros de Paris et d'autres sites jusqu'à Marseille, pour mettre ce balai de camions. C'était au total 160 semi-remorques. J'arrive donc à ce sujet qui est comment une équipe donc s'est constituée, a été pensée pour être au plus près de ces collections dans les réserves. Cette équipe du département des collections et des ressources documentaires, elle est organisée en fait par pôle. Vous avez en premier lieu donc le pôle documentation, avec une équipe vraiment, donc à chaque fois c'est des duos archivistes, bibliothécaires, documentalistes et bases de données. À cela s'ajoute aussi une photographe. Et le pôle régie-installation, c'est 3 régisseurs et 4 installateurs. Et nous avons une personne dédiée à l'organisation de l'accueil du public, sachant que cet accueil du public repose sur l'équipe du département des collections et des ressources documentaires. C'est-à-dire que nous faisons visiter nos réserves. Ça sera un sujet abordé aussi demain. C'est celle dont je vous parlais, dite l'appartement témoin. Nous avons aussi un petit lieu d'exposition, qui est un lieu vraiment d'expérimentation aussi, de formes non habituelles, où c'est vraiment de la co-construction, où vous verrez là, on a essayé de témoigner vraiment de la pratique des métiers du patrimoine dans l'exposition qui est en cours. Et il y a aussi, bien évidemment, tout un aspect de service public, une salle de consultation, une salle de lecture pour les archives et la bibliothèque, ainsi qu'une salle de consultation pour les œuvres. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose sur cet organigramme suggéré, avec, donc, je vous le disais, un responsable du département des collections, avec ces 2 fonctionnements par pôle, auxquels s'ajoute un assistant administratif et budgétaire, puisque c'est au sein de ce département que repose l'ensemble donc du budget relatif aux collections. Vous verrez aussi assez rapidement, quand je présenterai quelques chiffres, comment nous avons certains pans qui sont exclusivement externalisés. Vous avez pu entendre qu'il n'y avait notamment pas de restaurateur du patrimoine. On a également en chantier, par exemple, un marché numérisation, ou bien encore un marché pour nous appuyer dans nos modèles de fonctionnement autour des chantiers des collections. Ce département des collections et des ressources documentaires, je voulais aussi vous expliquer que c'est donc l'équipe basée dans ce centre de conservation, mais l'équipe du MUSEM est, elle, composée également d'un service de la conservation et d'un département de la recherche et d'une direction scientifique et des collections qui donc met en organisation l'ensemble de ces services et ces départements. Bien évidemment que le travail sur l'ensemble des missions des collections repose aussi en dialogue avec le service de la conservation, de même que nous travaillons avec le département des publics pour l'accueil des publics, ou bien le département de la recherche pour nos activités aussi de recherche. Le MUSEM au total, pour vous donner un chiffre, c'est 125 ETP, agents temps plein, donc 20 agents finalement, même si nous, on a 1 million d'objets et documents. Certains autres départements se sentent moins dotés. Le CCR depuis 2013, voici quelques chiffres. Donc on a une grosse activité de prêt et de consultation sur place à la bibliothèque. Et donc de nombreux lecteurs qui viennent chaque année. On a environ 5477 objets prêtés en France et à l'étranger, donc depuis 10 ans. C'est les chiffres sur 10 ans. Je voulais aussi vous dire qu'on parlait récolement
Avec nos 350 000, c'est une mission qui repose sur l'ensemble de l'équipe de la conservation, c'est-à-dire service de la conservation et département des collections. Chaque agent a pour objectif annuel de récoller 1600 œuvres, ce qui nous permettra d'arriver au bout de notre campagne, de deuxième campagne de récollement. Et on a un fonctionnement de récollement donc par réserve et en binôme, un conservateur avec une personne de l'équipe du département des collections et des ressources documentaires. On a un nombre d'objets consultés sur place. Donc les objets, c'est aussi beaucoup de manipulation, mais c'est une chose auquel on était assez peu préparé dans son succès. C'est-à-dire, on propose un accès à la collection dans un espace dédié, sans limitation, sans justification trop à l'appui. Donc on accueille aussi bien des artistes que des chercheurs, que des professionnels. Que des jeunes, beaucoup, dans un espace dédié. Et donc, c'est une charge aussi importante de travail dans la manipulation des œuvres, et on y reviendra en parlant du pôle régie. Et je vous ai entouré justement ces deux éléments qui correspondent à ce qui repose aussi bien évidemment sur l'équipe dans son organisation, mais où on n'a pas de personnel interne dédié. Alors pourquoi pas de restaurateur ? Parce que cette collection, elle a une diversité de matériaux et de techniques assez incroyable et parfois même improbable. Donc en fait, finalement, on a fait un marché par lot pour essayer de couvrir vraiment l'intégralité des collections dont nous avons la charge. Et aussi parce qu'on était limité dans notre nombre de DP, mais j'aimerais beaucoup qu'on ait des restaurateurs, bien évidemment, dans l'équipe. De même que pour la numérisation, c'est des choses qui sont entièrement externalisées, mais qui sont donc organisées par aussi l'équipe plutôt du pôle documentaire. J'en profite pour vous dire que ces schémas ont été réalisés par un illustrateur, Batchou, qui a avec nous, en fait, qui a passé quelques jours pour croquer tous les collègues au travail, pour aboutir à un dossier pédagogique, pour aussi partager sur les missions de la conservation et du patrimoine. Et donc, vous voyez là à l'œuvre des collègues pour le pôle régie et installation. Je vous ai dit 3 régisseurs. En fait, ils sont organisés avec une coordinatrice de pôle qui assure en particulier la régie des dépôts et des expos, une régisseuse des prêts et une régisseuse des mouvements internes et acquisitions. Et les 4 installateurs, eux, vraiment couvrent l'ensemble des collections avec des profils à la fois certains ébénistes, menuiseries ou encadrement, puisque c'est eux qui réalisent tous les cadres pour nos prêts et nos expos, une partie des supports pour nos expos et qui assurent tous les mouvements des collections du site et notamment entre les 2 sites donc du MUSEM. Le pôle documentaire, lui, voilà, je vous ai dit, vraiment c'est la mise en dialogue d'archives bibliothécaires, d'archivistes bibliothécaires, documentalistes, bases de données et un pôle et un photographe qui assure les prises de vue pour nos catalogues et pour les nouvelles acquisitions. Donc là, c'est un fonctionnement aussi qui doit à l'envie de ne pas trop sectoriser, ce qui s'était passé un peu au Musée national des arts et traditions populaires, c'est-à-dire que c'était un bâtiment tout en vertical, ce musée. Je ne sais pas si vous y étiez déjà allé. Si vous allez à Vuitton, vous passez devant, à Sablon. Et en fait, c'était vraiment iconothèque, photothèque, phonothèque, etc. Personne ne dialoguait et tout ce que je vous disais sur la cohérence des fonds était perdu. C'est-à-dire que c'était un vrai casse-tête d'essayer de faire le lien entre la photo, sa prise de vue, le fond sonore qui l'accompagnait ou le fond audiovisuel. Et là, d'avoir vraiment un pôle documentaire qui assure dans les mêmes espaces, vraiment, il y a une synergie qui s'est opérée qui est très utile, et y compris pour les chercheurs qui viennent chez nous, qui n'ont pas toujours la lecture de toutes ces différentes sectorisations des métiers du patrimoine.
Par rapport à votre conclusion, je me disais que c'était intéressant parce qu'en effet, on avait aussi pas mal d'espaces de stockage sans rack, mais nous, on fait le processus inverse, c'est-à-dire qu'on est en train de monter des racks pour retrouver de la surface, mais c'était pour justement montrer en effet comment cet espace avait fait l'objet d'un travail qui repose sur la régie et installation, qui nécessitait un travail des installateurs, en particulier pour penser en fait des supports, des améliorations de stockage. Et c'est l'importance de cette équipe en interne qui, à un moment donné du projet, dans notre vague de partenariat public-privé, avait été mis en question pour savoir si on n'externaliserait pas non plus justement ces métiers d'installateur. Et je peux dire après 10 ans que sans ça, je ne sais pas comment on aurait pu conduire tous nos projets de valorisation et de bonne conservation et de bonne gestion de la collection. Après, il y a effectivement un mobilier dédié ici un espace qui est donc ce fameux appartement témoin dont je vous parlais, qui est donc un lieu qui permet vraiment en un coup d'œil sur 900 mètres carrés, des 8000 au total, d'avoir en fait une vision de cette collection. Et vous voyez qu'entre des objets acquis à la fin du 19e siècle, dans une dynamique de folklore jusqu'au très contemporain avec les enquêtes sur le skate, sur le graphe, cette collection a quelque chose d'intéressant dans son modèle de partage, ce qui fait que ces visites de l'appartement témoin sont proposées par les agents du département des collections et des ressources documentaires sous un modèle de volontariat. Personne n'est obligé d'assurer ces visites, mais en revanche, vraiment, tous les membres de l'équipe ont ce plaisir de pouvoir partager dans une réserve ce qu'est aussi leur travail au quotidien et leur intérêt sur ce que sont en fait aussi les coulisses d'un musée. Peut-être simplement, je voulais aussi partager sur cette question d'accessibilité de la collection, parce que c'est des objets du quotidien, parce qu'ils vont relever en fait aussi de choses vers lesquelles le public va être peut-être aussi à l'aise pour partager. Et on apprend aussi beaucoup, à vrai dire, de nos publics dans ces réserves. S'il y a eu ce projet de rendre autant la réserve accessible, c'est que je vous parlais en introduction de cet héritage et de ce déplacement à Marseille d'un musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. La place de la collection dans ce musée, ça fait 10 ans qu'on en parle. En tout cas, elle n'a pas eu du tout, et même les 10 ans avant, d'évidence. Et donc, il s'agissait de réfléchir à un modèle de valorisation finalement de la collection qui puisse ne pas reposer sur ce qu'on était en train d'ouvrir à côté, c'est-à-dire ce MUSEM, pensé pour être un lieu qui en fait propose exclusivement des expositions temporaires pour pas rejouer l'échec du Musée national des arts et traditions populaires. Et donc si je dis ça, c'est parce que ça a vraiment permis d'expérimenter des choses dans une réserve très ouverte pour essayer de continuer à réfléchir à comment on peut valoriser, étudier et partager cette collection. Donc voilà cet espace qui aussi a fait l'objet je vous disais, un chantier des collections en amont, qui est donc un chantier sur lequel l'équipe actuelle a très très peu travaillé, parce que l'équipe a été renouvelée à 98% entre l'équipe parisienne et marseillaise. Par contre, du coup, ce chantier des collections-là et le redéploiement ne s'est fait que sous format externalisé, y compris parce qu'il y avait un timing très court après de longues tergiversations sur ce MUSEM à Marseille. Et là, c'est aussi peut-être un peu un regret de ne pas avoir pu fidéliser et vraiment intégrer à l'équipe des gens qui avaient vécu en fait ces opérations. Alors, on a essayé vraiment au maximum d'engager la nouvelle équipe qui arrivait progressivement vers cette mission de redéploiement des collections et de prise en main de la réserve. Mais en effet, on aurait pu là peut-être un peu mieux faire.
En tout cas, l'équipe s'est aussi mise à travailler beaucoup, à reconsidérer les modèles d'accrochage, et c'est par la présence aussi d'installateurs avec des compétences menuiserie qu'on a pu aussi penser des nouveaux supports de stockage qui ne sont pas vraiment des supports standards, comme vous pouvez l'imaginer. Ou bien à optimiser aussi le stockage, parce que ça, c'est véritablement aussi un défi au quotidien avec l'équipe de la régie et des installateurs. En plus, finalement, de tous les mouvements d'œuvre, chaque année, on se fixe une réserve sur laquelle pouvoir améliorer les conditions de stockage. On n'avait rien, par exemple, pour les outils agricoles. On a réfléchi à où, comment les installer. Donc voilà, progressivement, tout ça se met en œuvre avec cette équipe, du coup, qui permet aussi véritablement, par le biais d'instances, mais aussi d'une organisation de travail qui s'est formalisée récemment dans un règlement des collections, un fameux qui fait quoi à échelle, bien évidemment, de notre structure, mais où on a ici un schéma qui formalise comment, autour d'une étape, donc après acquisition, de multiples compétences au sein du département vont être mises en œuvre, à la fois de la régisseuse acquisition, du conservateur, de l'équipe inventaire, de la photographe et de la régie aussi, en appui pour le marquage et la traçabilité. Donc il s'agit bien de comprendre que chaque projet a un impact en général sur une partie donc de l'équipe, et ce qui revient aussi à tout le monde, c'est un vrai travail de sensibilisation, c'est faire comprendre aux agents, et pas que à l'équipe finalement régie installation, mais aussi au pôle documentaire, à quel point on doit partager ce souci du bon entretien des réserves, bien évidemment, mais plus largement du site, puisque c'est aussi nos bureaux, c'est aussi une salle de détente où on déjeune et une magnifique terrasse. Mais du coup, tout ce qui est dépoussiérage, amélioration des conditions de stockage et anticipation des risques repose essentiellement sur l'équipe régie installation. Toutefois, la veille sanitaire est vraiment assurée par l'ensemble de l'équipe du département et du service de la conservation, avec des référents par réserve qui sont ceux aussi qui récoltent par réserve. Voilà à l'appui comment progressivement aussi on a investi donc des pièges lumineux, mis en place notre plan de sauvegarde avec des mobiliers aussi spécifiques roulants, et ça doit bien évidemment un travail de collaboration entre des choix et des mises en œuvre avec l'équipe des installateurs. Mais pour aussi conclure, je voulais effectivement dire que ce département des collections et des ressources documentaires, dans ce site du centre de conservation et de ressources, en fait, est aussi impacté par cette décision d'avoir voulu en faire des réserves accessible au public et un lieu aussi d'étude et de valorisation des collections. Donc voilà les espaces qui sont dédiés au public, que sont donc la salle de lecture, la salle d'exposition et la salle de consultation objet, et l'appartement témoin. Tout notre travail, c'est de ne pas en faire autre chose que nos 16 autres réserves. Elle est équivalente véritablement des 16 autres. C'est un effort qu'on fait pour essayer de ne pas jouer la forme exposition dans cet espace. En tout cas, après 10 ans, on y arrive. Et ici, c'était pour vous donner la mesure sur les 3 niveaux du site, un plan qui a été réalisé et qui permet donc d'avoir ces différents niveaux justement de lisibilité du bâtiment. Donc cet appartement témoin, comme je vous le disais, c'est des visites organisées toujours libres et gratuites, sur inscription tout simplement pour s'organiser aussi entre nous. C'est un espace de 900 mètres carrés, il y a à peu près tous les types de mobilier, il n'y a pas exactement tous les types de collections parce que, bien évidemment, pour des raisons de conservation, certains sont à plus basse température, parce qu'on n'engage pas aussi cet espace pour faire des rotations, pour pas cumuler une charge de travail. Il n'y a pas de textile et d'art graphique. En revanche, ce qu'on y voit, c'est cette histoire aussi de la diversité des collections et de ses couches qui
qui sont organisés comme est organisée l'équipe scientifique, c'est-à-dire en pôles thématiques. Donc vous avez agriculture, artisanat, vie domestique, vie publique, etc., etc. C'est à la fois du coup devenu aussi pour cette équipe de la conservation elle-même renouvelée à 95%, un moyen aussi d'appréhender la collection, et le choix est fait justement de rendre très accessible visuellement et de ranger aussi en partie par typologie. La salle de lecture dans son organisation repose davantage, elle, sur le pôle documentaire. C'est un espace aussi accessible pour consulter archives, fonds d'ouvrages et documentation. Par contre, sur nos horaires de travail, donc on n'est pas ouvert le week-end. Et la consultation d'objets, elle s'est véritablement mise en place comme le système bibliothèque et archives, c'est-à-dire vraiment permettre la consultation des œuvres sur demande préalable de manière à nous permettre aussi de faire les manipulations en amont nécessaires et de transmettre avec la documentation afférente. Donc c'est un moment où aussi la conservation peut être sollicitée. Et ensuite, ce que l'on fait dans cette réserve et dans l'ensemble de ces salles, c'est essayer d'avoir des angles d'approche de la collection qui s'appuient aussi sur l'envie de travailler avec les scolaires. Donc ça, c'est différentes thématiques sur lesquelles le musée travaille, mais il y en a d'autres, le genre, la citoyenneté, etc. On a dans cet espace d'exposition aussi la possibilité de travailler, ce qui prend pas mal de temps à l'équipe malgré tout, parce que c'est un vrai accompagnement sur une année scolaire, des collégiens ou des lycéens à devenir commissaires d'expo. Donc ça, c'est aussi un modèle de partage qui a un impact important. Et donc pour soulager un petit peu l'équipe, on a essayé là pour nos 10 ans de faire quelque chose un peu dans l'autre sens, de manière assez généreuse, d'avoir une exposition où en fait chaque personne de l'équipe a choisi un objet pour raconter une histoire vécue ces 10 dernières années avec lui. Ça peut aller de la question justement du marquage à l'emballage, au transport, au conditionnement, etc. Ça, c'est bien évidemment un outil pour essayer de partager sur la collection. On a mis en ligne l'ensemble de notre collection avec justement toutes ces offres publiques. Et là, un bilan chiffré de l'année 2023 où je me suis rendu compte que je m'étais trompée d'un chiffre. Sur la diffusion des collection, c'est en fait 1456 œuvres des collections qui ont été présentées donc, au MUSEM. Donc voilà, ça donne une idée pour les quantités de manipulation, de transport, d'emballage qui sont assurées en interne par l'équipe des installateurs et en suivi par la régie des collections. En prêt, ça dépend des années. On est entre 400 et 800 objets prêtés. L'an dernier, c'était 32 opérations. Cette équipe est très chargée si on cumule ces différents chiffres parce que la consultation, c'est 117 consultations par année qui nous ont été demandées. Donc, c'est très important en volume. Et en prêt d'ouvrages et périodiques ou archives, vous voyez aussi une très forte activité. Et donc, au final, on est bien loin du million de visiteurs du site du MUSEM. On est à 6651 visiteurs. Là aussi, chaque année, c'est autour de 6000, 8000. Avec un chiffre qui peut se décliner selon les différentes propositions. Donc voilà, merci pour votre attention et voilà, bravo à Bastien. Bon appétit.